Bonsoir Jean. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Avec Léon Spinner. Pardon. Bienvenue dans les années 2018. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Durand, ou devrais-je dire Docteur Durand ? On peut dire ça. On peut dire Docteur Durand. Quelle classe. Ce que je ne ferai jamais. Mais moi non plus. Toi non plus. Pierre Durand, du coup, ancien thésard en STAP. Ouais. Maintenant doctorant, du coup, en STAPS. On dit STAPS parce qu'il y a S à la fin. Exactement, ouais. C'est quoi Alors, STAPS ? STAPS, du coup, je l'ai pas noté. Ah, tu l'as pas noté. Mais toi, tu peux peut-être nous le dire, Jean. Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Voilà. C'est STAPS. C'est STAPS. En gros, STAPS, le sport, mais études un peu vite fait biologique, musculaire, un peu un mélange de tout ce qu'il y a au sport. Ouais, le staff, c'est beaucoup diversifié parce que maintenant, on a des formations qui touchent au management du sport. Ok. On a des formations qui touchent à l'entraînement sportif, donc tous ceux qui vont travailler dans les clubs, qui vont faire de la préparation physique, vraiment relatif au sport, à la pratique sportive. On a les activités physiques adaptées pour tout type de handicap. Donc ça, c'est des personnes qui vont travailler pour faire des programmes pour de la remise en forme, pour voilà, vraiment tous les types de handicap. Et on a la filière un peu emblématique, symbolique, qui est celle éduc-motricité, où là, on va former les futurs professeurs de PS. Et Ok. qui, dans les anciennes générations, à chaque fois qu'on parle de STAPS, on est forcément un prof de PS, mais bon, maintenant, ça a beaucoup évolué. Bon, on avait déjà reçu Julie Kadibi Ouais, j'avais qui nous écouté. parlait de ça et que c'était assez... Très cool. Enfin, quand on pense c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on pense à STAPS, on voit pas ça. Et là, tu fais putain, mais en fait, c'est... Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. On voit vraiment. Pour moi, c'était prof de PS au début, jusqu'à ce que je rencontre Julie. Ouais. Et toi, du coup, après, ouais. Et du coup, il y a aussi une grosse partie économie, sociale, tout ça dans STAPS ? Ouais, complètement. Il y a une partie, il y a une partie sociologie, économie du sport, gestion d'entreprise. Ça, c'est un peu les thématiques qui touchent au management du sport. Et puis après, on a de sciences de l'éducation. Donc, c'est un petit peu la thématique de Julie, il me semble. Ouais, il y a de l'éducation. Alors, c'est pas vraiment éducation, mais c'est plus le transfert d'informations Ouais. qu'elle travaillait. Ouais. Donc Ouais, mais c'est vraiment au niveau professionnel. Donc, et elle peut travailler vraiment sur le côté entre le sportif et le prof, comment l'information circule, etc. Ouais, C'était entraînement l'entraîneur, sportif. Ouais, c'est vrai qu'il est. Ouais. Donc, il y a. Mais c'est un peu la complexité de STAPS, c'est que ça rassemble beaucoup de sciences. On est clairement dans l'interdisciplinarité. Et des fois, il faut essayer de combiner tout ça. C'est pas toujours le plus simple. Ouais, mais je trouve ça vraiment beaucoup plus cool à titre personnel, parce que justement, quand j'ai fait la fac, moi, c'était vraiment trop spécialisé, je trouvais. Et tu faisais tout ça, genre, entre 20 et 30 heures par semaine, à faire qu'une seule matière et à apprendre en long, en large et en travers. Alors que, en fait, c'est tout con, mais ça te dirige plus vers un métier quand tu vois le côté plus pluridisciplinaire. Ouais. Mais et des en seules fait, fonctions. maintenant, il y a un tronc commun pour les premières années. Ouais, bien sûr. Où là, ça touche à vraiment l'anatomie, etc. Et puis après, les étudiants se spécialisent en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qui leur plaît le plus dans tout cet univers. Puis il y a beaucoup de passerelles aussi en STAPS. On m'avait parlé de beaucoup de choses. Ouais. À certains niveaux, tu peux reprendre des études en médecine, Ouais. ou en d'autres choses, dans d'autres matières. Je trouve ça assez cool au final. Alors là-dessus, je suis pas vraiment calé. T'inquiète. Mais oui, il y avait des passerelles. Je sais pas si je les connais pas bien. Ouais. Mais après, toi, tu disais que tu étais spécialisé dans un truc la première année, mais ça arrive souvent d'être Alors, spécialisé pas là, dans un truc, ouais. genre au début de ton cursus post-bac, et après, au final, c'est quand tu arrives en master où là, tu te diversifies. Enfin, tu arrives sur des trucs plus généraux où tu vois d'autres choses. Ouais, alors en vrai, je t'avoue, alors j'ai eu le tronc commun quand même à la fac, parce que j'ai fait que la première année. Ouais. Mais en fait, la première année, elle était découpée en 2 années. On parle complètement universitaire, Ouais, on a trop, écoute. La première année, c'était Miss Smith, ça s'appelait à l'époque, et donc on faisait maths, informatique et sciences de l'ingénieur, mécanique et tout ça. Et en fait, on faisait que 6 mois de ça. Et après, même pas 6 mois, en vrai, on commençait un peu moins de 6 mois, en gros, entre 4 et 6 mois. Et puis après, on changeait, et puis on se spécialisait que sur un truc. Donc moi, j'avais fait maths info, parce que c'était les maths qui me faisaient kiffer à la base. Et déjà, rien que maths info, t'avais 3 matières mathématiques, une informatique, et on avait 2 autres matières qu'on avait 2 heures par semaine. C'était un peu de philo et un peu d'anglais, quoi. Ouais. Mais, et puis dès que je suis Très arrivé... peu d'anglais. En vrai, et en plus, l'anglais, il nous séparait en 3 niveaux.
Et t'avais vraiment le niveau nul, le niveau moyen et le niveau excellent. Et en fait, le niveau excellent, c'était vraiment des machines de guerre, genre bilingues. Et le niveau moyen, c'était claqué. En vrai, on faisait des trucs. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens mauvais, entre guillemets, et pas assez de gens excellents. Du coup, tu te retrouves au milieu. Et au milieu, c'est beaucoup trop divers. Beaucoup trop divers. Donc bon. Puis moi, j'ai jamais trop apprécié le fait de séparer les bons et mauvais, les excellents. Je trouve qu'il y a une meilleure cohésion quand tu mélanges un peu tout le monde. C'est sûr. Et Pour revenir du voilà. coup à Pierre. Alors, attends, je vais juste faire un truc. Parce que bon, nous ne sommes pas que 3 autour de cette table. Ah, ben oui. Nous avons aussi avec nous Laura Lambert. Bonjour. Bonjour. Je me dis, dans le doute, vaut mieux qu'on te présente parce que si jamais tu veux intervenir, il va y avoir une voix qui va sortir. Je ne suis pas d'accord, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Docteur Laura Lambert. Mais on en reviendra. Petite présentation rapide de Laura. Représentation. Oui, représentation. Bonjour, du coup, je suis Laura Lambert et j'ai fait l'épisode numéro 4. Ouais, qui est moins écouté que le mien. Je vais rester hyper gentille ce soir. Je rigole. En mode zen. Je sais que c'était un conflit un jour. Mais maintenant, je suis docteur. Bravo. Boum. Ben voilà, du coup, pardon, je t'en prie, Jean, je crois que Oui, tu voulais rebondir. je voulais revenir sur Pierre. Du coup, toi, donc ta spécialité en STAPS, c'était plutôt quoi? Au final, dans tout ce grand champ de diversité, en fait. En spécialité, en termes de matière, moi j'ai choisi le parcours management du sport. Ouais. Je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Et puis dans le management du sport, bon, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine plutôt public, qui est relatif un peu à tout ce que l'État met en place pour le sport. Il y a le domaine privé non marchand. Donc là, on parle des associations, des fédérations qui entreprennent des choses pour le sport. Et puis il y a le domaine marchand. Donc là, on est plutôt relatif à tout ce qui est entreprise et donc dans la thématique de ma thèse, industrie des articles de sport. Ok. Ouais. Donc du coup, on va arriver sur ta thèse tranquillement, qui est effet de contingence, culture sportive et stratégie des groupes Rossignol et Board Rider. C'est ça? Ouais, tu peux rajouter un petit accent américain. Board Riders? Ouais, c'est pas mal. Ok, super. Analyse comparative dans l'industrie des articles de sport. Donc Rossignol et Board Riders, j'imagine que c'est des marques. Enfin, Rossignol je connais, mais Board Riders je connais pas. Alors maintenant, justement, c'est devenu des groupes qui rassemblent de nombreuses marques. Donc dans le groupe Board Riders, il y a toutes les marques les plus connues dans le domaine du surf, Quicksilver, Roxy, Billabong, Element plutôt pour le skate. Et encore d'autres. Il y a le groupe Rossignol qui rassemble, lui, des marques plutôt dans l'univers montagne, avec le ski, le trail, le vélo maintenant. Ouais, j'allais dire, le vélo, ça me dit quelque chose. Ouais, ça. il se lance à fond dans le vélo. Et donc, les marques, peut-être que vous connaissez, c'est Felt. Bon, c'est vraiment du haut de gamme. C'est une marque californienne. Voilà, non. Ouais. Déjà, on parle de sport. C'est. T'es pas tombé sur les meilleurs sportifs. Ah aussi, oui. Peut-être toi, mais pas moi du tout. Pas du tout. Voilà, donc c'est des groupes qui sont maintenus par des fonds d'investissement et qui ont racheté ces marques, voilà, dans le but de créer des entreprises un peu plus importantes. Ok. Après, dans le détail, je sais pas comment on va. On va y aller doucement. Ouais. Je vais pas assommer tout le monde d'un coup, mais. T'avais dit tout le nom de la thèse? Ouais. Ok. Parce que déjà, quand on commence à lire ta thèse, au bout du 3e mot, tout le monde bloque. T'as bloqué. Contingence. Effet de contingence. Ouais, la contingence. C'est relatif au cadre théorique. Donc la contingence, pour le faire brièvement, c'est le principe d'avoir des facteurs qui sont externes à l'entreprise, qui interagissent sur son mode de fonctionnement. Ok. C'est une théorie qui s'est développée en contradiction avec la théorie du One Best Way, qui est la théorie classique du Fordisme, du Taylorisme, où on n'avait qu'une seule politique pour mener à bien une entreprise, c'est-à-dire vraiment des aspects mécaniques des ouvriers, une tâche vraiment attitrée et une seule bonne façon de diriger une entreprise. Et voilà, en opposition à cette théorie, l'effet de la contingence, la théorie de la contingence, est venu apporter un peu une nouvelle vision en expliquant qu'il y avait d'autres facteurs à prendre en compte dans les stratégies, dans les modes de gestion. C'est de prendre du coup les effets positifs et négatifs de l'extérieur de l'entreprise
Et de voir comment ça l'impacte. Ouais, c'est prendre le parti de dire l'entreprise, elle s'adapte à son environnement Ok. en fonction de certains facteurs externes, mais aussi en fonction de ses facteurs internes. Et c'est pas une seule. C'est pas que externe du coup. Non, ouais, Ok. c'est ce qui est un peu complexe. Et quand tu parles d'effets, c'est des effets économiques, des effets sociaux, ou c'est genre des effets, je sais pas, moi, ça peut être des effets climatiques, des effets trucs. Ouais, l'objectif de ma thèse, justement, c'était de démontrer un petit peu ces effets. Quels sont vraiment ces effets propres au sport. Et donc, tu parles des effets climatiques qui forcément interagissent sur le groupe Rossignol. Bah ouais, parce que du coup, on parle de climat. Moi, ça me fait penser au ski, à la neige, à la Exactement. fonte, tout ça. Donc, j'imagine que ça joue aussi dans ces effets ou pas? Ouais. Et en fait, c'est une introduction pour les autres aspects, puisque c'est effet de contingence, culture sportive. Donc, la culture sportive en soi est une contingence qui agit sur l'entreprise. Et donc, tu mentionnais tout ce qui est relatif aux espaces de pratique et aux évolutions climatiques, qui là aussi sont une contingence qui vont influencer les choix stratégiques, mais aussi les modes de gestion en interne. Oui, parce que voilà, c'est une analyse avec 3 axes principaux. Donc, comme tu dis, tes effets de contingence, la culture sportive, et du coup, ces deux entreprises que sont Rossignol et Boardrider. Voilà, tout à fait. Et le but, le but c'était de choisir 2 entreprises qui sont sur ce domaine-là un peu sport outdoor et de faire une analyse comparative. Et pourquoi tu as choisi ces entreprises? Parce que tu aimes bien tout ce qui est sport de glisse ou... Ouais, complètement. Moi, je suis pratiquant d'un point de vue personnel et ça retrace aussi mon parcours universitaire. J'ai été à Font-Romeu dans les montagnes, je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Bon, c'est dans les Pyrénées. Ouais. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à Bayonne. Donc, c'était un petit peu la représentation de... La montagne et la mer, quoi. Voilà, exactement. À l'océan. Ouais. Je vais me faire taper dessus. La mer, Je suis méditerranéen, donc... Ah, ok. Et tu pratiques quoi comme sport, toi? À titre compétitif, on va dire, en club, le rugby. Et puis après, en loisir, sur du surf, du wakeboard, du snowboard, un peu toutes les activités en extérieur. Ok. C'est marrant que tu fais à la fois un sport d'équipe et beaucoup de sports qui sont très méditatifs, justement. Tu es tout seul avec ton truc. Ouais, et peut-être on reviendra là-dessus. Comme tu dis, il y a un aspect méditatif où on est plus, en tout cas, sur l'expérience que sur la compétition. Et c'est un équilibre qui me plaît bien en termes de pratique sportive. On parle de culture sportive, il y a aussi 2 oppositions qui sont très intéressantes. Dans la culture sportive? Ouais, dans tous ces sports, en fait, en finalité, qui sont arrivés un petit peu plus tard, quand on parle de sport de glisse, en tout cas, qui sont arrivés aux alentours des années 1970-1980, qui ont remodelé un petit peu tout l'univers sportif. Et l'objectif de cette thèse, c'était aussi de mettre ça en relief, c'était de comprendre un peu comment ce changement culturel, cette nouvelle épopée sportive relative à la glisse, au surf, et comment est-ce que ça a influencé des entreprises et comment les stratégies se sont calquées sur tout ça. Ok. Bah justement, du coup, quel est le but enfin, le but, je ne vais pas te demander de résumer ta thèse, mais quel est le but de cette thèse? D'où elle est venue? Enfin, c'était quoi le point de départ? Le point de départ, c'était vraiment... on parlait de management du sport, ça avait... quelque chose de sympa, etc. Mais je voulais essayer de comprendre un peu plus dans les faits qu'est-ce qui se passait dans l'entreprise, qu'est-ce qui était relatif au sport, qu'est-ce qui fait que une entreprise qui vend des skis est différente d'une entreprise qui vend des crayons, et comment la culture sportive interagit dans les mentalités des salariés, dans les représentations des consommateurs, des dirigeants. Et dans ces 2 groupes, au final, on a 2 cultures qui sont complètement différentes, puisqu'on a Rossignol qui, d'un côté, est relatif au ski de compétition, aux Jeux Olympiques, etc. Et le groupe Board Riders qui est plus sur cet aspect pratique libérée, où on est sur le surf, la recherche de créativité. Et c'était comprendre cette opposition et qu'est-ce qu'elle a amené en pratique dans la gestion de l'entreprise. En plus, c'est vrai que pour le coup, les sports de glisse type surf et tout ça, ça a vraiment une image très relax, très... je sais pas comment dire exactement, mais il y a moins ce côté pression qu'on peut très vite trouver dans les autres sports en général, que ce soit de l'athlétisme ou du sport en compétition, en groupe et tout ça.
Complètement. Donc c'est assez intéressant. La seule question que je me pose, et je le prends vraiment pas mal, hein, c'est que je me dis, en fait, pourquoi faire une thèse là-dessus et pas plutôt une analyse, tu vois, genre comparative plus classique, on va dire plus conventionnelle. Pourquoi partir dans de la recherche, en fait? Tu veux dire Genre faire une thèse, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est en fait, quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, ça a l'air d'être vraiment c'est pas pour dénigrer le travail, au contraire, je trouve que c'est un travail titanesque de faire ça. Mais pourquoi l'associer à de la recherche et pas plutôt quelque chose de plus de RH ou tu vois, genre une recherche que tu aurais pu faire. Enfin, quel est le lien en fait avec la recherche? C'est plutôt ça en fait ma question. Ouais. Ben justement, le but de cette thèse, c'était aussi d'aller sur des terrains qui sont peu abordés par la recherche scientifique, puisqu'on parle de gestion d'entreprise, de stratégie, et mine de rien, on est sur des terrains qui sont très confidentiels. Ouais. Et complet. Voilà, le but d'aller avec un point de vue de chercheur objectif, d'amener des résultats qui ne sont pas biaisés par des stratégies de communication. Voilà. Ouais, complet. Ouais. Et d'explorer des thématiques que l'on retrouve peu dans les articles scientifiques et de pouvoir ensuite le retranscrire dans l'enseignement, parce que c'est une des plus grosses motivations pour laquelle j'ai fait une thèse, c'est parce que je suis vraiment passionné par l'enseignement. Et bon, maintenant on sait que pour enseigner à la fac, c'est une partie obligatoire, enfin un passage. Ouais. En tout cas pour être enseignant-chercheur. Et donc c'est pour ça aussi que je me suis engagé dans le doctorat. C'est hyper intéressant de vouloir, parce que c'est un parcours qu'on n'a pas du tout eu, mais de vouloir rattacher justement ces côtés très confidentiels des entreprises à un autre côté confidentiel justement qu'est la recherche, parce qu'aujourd'hui s'il y a bien deux choses qu'on connaît très peu ou qu'on étudie très peu, c'est et la recherche et comment fonctionne une boîte. Ouais. Je trouve ça hyper cool. Et puis en plus en STAPS, on est un petit peu moins en avance que, tu vois, tout à l'heure j'étais à l'IE en sciences de gestion, et il y a quand même de la recherche en sciences de gestion dans tout type d'entreprise. Tout à l'heure je mentionnais une entreprise de crayon, mais bon voilà, ça peut toucher tout secteur d'activité. Mais en STAPS, on a besoin un peu d'aller sur ces terrains-là pour comprendre vraiment ce qui se passe, puisqu'on est aussi sur quelque chose d'assez nouveau, mine de rien, le sport, la manière dont il se professionnalise au niveau des clubs sportifs, mais aussi dans l'industrie des articles de sport. On a quelque chose de très particulier à notre époque et qui a besoin d'être analysé pour le comprendre, pour l'enseigner et pour bien prendre en main son développement aussi. Puisqu'on pourra peut-être parler des suites, des résultats, mais c'est important de comprendre comment fonctionnent ces entreprises pour que les étudiants puissent apporter aussi, et les futurs professionnels puissent apporter leur touche en connaissance de cause et en connaissant un peu le fonctionnement de ces entreprises. Voilà. Et c'est toi qui as choisi délibérément Rossignol et Boardriders, ou c'est eux qui sont venus plutôt vers la recherche? Non, pas du tout. Ouais, c'est complètement moi. C'est une thèse que j'ai faite qui est non financée, donc j'avais le libre choix sur la thématique. Donc ça, c'est très personnel. Ouais. Okay. Et c'est marrant parce qu'on sent, enfin, peut-être je me trompe, mais en t'écoutant parler là, sur ce que tu viens de dire juste avant, moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que tu as voulu faire une thèse pour comprendre des choses et pour les faire comprendre à d'autres, en fait. Enfin, c'est le but de la recherche, mais là, on a l'impression que c'est plus du côté éducatif, étudiant. Tu vois, genre, il y a plein de recherches qui sont là pour faire comprendre des choses, mais on a l'impression que c'est un peu inaccessible, pardon. C'est-à-dire que ça va être que pour des chercheurs, entre guillemets, ou de la recherche et développement. Et toi, on sent que ça va être plus à destination genre des étudiants, des... Ouais. Clairement, c'est un peu mon cheval de bataille, et c'est aussi dans l'esprit de favoriser la perméabilité entre recherche scientifique, qui est parfois un univers très isolé, qui peut paraître très complexe, et favoriser donc voilà la perméabilité entre ce milieu-là et le domaine professionnel, et vraiment essayer d'apporter des outils qui peuvent aider dans le domaine pro, sur le terrain, et de se dire ok, la recherche, elle peut me permettre de comprendre comment fonctionne mon entreprise, comment la diriger, comment comprendre mes salariés et comment avancer différemment. Et du coup, il y avait beaucoup, de ce que je comprends, il y a énormément de données que tu as traitées, que ce soit de la gestion, du management, de l'économie, la culture du sport aussi, le sport en tant que tel. Comment tu as fait pour pour, étudier ces données, surtout de la part d'entreprises qui ne te finançaient pas?
Ouais, ça a été la partie la plus complexe, c'est la méthodologie. Donc il y a eu 2 étapes. Une première étape où j'ai vraiment recensé tout ce qui est articles de presse, puisqu'il y a une approche aussi historique. Ah oui, t'as fait une grosse bibliographie ouais. de presse en fait. Ouais, avec à peu près 700 articles de presse. Ah ouais. Voilà. 700 articles. Ouais, ça m'a coûté quelques journées. Ouais. Tu m'étonnes. Mais attends, alors en vrai, en plus, il y a un truc que je trouve aussi très intéressant, c'est justement le fait que ces entreprises n'étaient pas financées. Je trouve que ça permet aussi de justifier. Oui, d'être hyper impartial. Voilà, de vraiment être vraiment impartial, quoi. T'as pas ce côté à dire, vous voyez, je les mets en avant ou quoi que ce soit, ça c'est cool. Mais du coup, sur les. ça fait. Pardon, ouais, je voulais juste finir là-dessus. Ça fait combien Enfin, t'as fait ta thèse en combien de temps? Et surtout tout. Enfin, voilà, déjà, combien de temps? 3 ans. 3 ans? Ouais. Et t'as rentré tout ça en 3 ans sans être financé? Ouais. Et tu t'arrivais quand même à donner cours à côté ou pas? Ouais, en donnant des cours et en travaillant aussi à côté pour. Ouais, ça a été un peu vivre, 3 années. Ouais, pour vivre. Pour vivre, ouais. Je sais qu'on la pose souvent cette question, mais tu dors quand? Non. Non, avec un peu d'organisation, ça le fait. Et 2-3 burn-out, c'est bon. Ah ouais. 2-3 burn-out en 3 ans. J'ai fait en mode l'organisation. Ah, c'est ça que j'ai pas, les burn-out. Ça, je l'ai. Et du coup, ouais, pour revenir sur tes données, donc t'étais parti sur 700 articles de presse. Ouais. Et ensuite. Première étape, donc ces articles de presse, agrémentés aussi avec des documents de l'INSEE, des documents des douanes aussi, pour comprendre un peu comment sont importés les articles de sport, comment ils sont exportés aussi. Puisque là, on a 2 entreprises qui sont sur un mode de fonctionnement complètement différent. On a Board Riders qui est une entreprise, bon, c'est une multinationale, hein, mais qui va plutôt importer les produits en France. Et le groupe Rossignol, c'est un peu l'inverse. Même s'ils ont des usines, ils ont beaucoup d'usines aussi à l'étranger. Mais bon, voilà, les analyses des douanes étaient intéressantes. D'autres études de cas fournies par des clusters d'entreprises. Et puis après, la partie la plus complexe, c'était de s'adresser aux salariés de ces entreprises et de pouvoir faire des entretiens pour croiser un petit peu ce qui est dit dans la presse, dans les documents, et le point de vue des acteurs qui est aussi, on va pas se mentir, l'aspect le plus riche en termes d'information. Du coup, j'avais une question par rapport à ça. Comment tu as fait? Est-ce que tu as eu accès à des trucs qui sont un peu confidentiels en termes de données? Et est-ce que tu t'es pas confronté un peu à cette confidentialité vis-à-vis des données que tu peux publier dans ta thèse? Qu'est-ce qui peut être rendu public, en fait, si c'était des données stratégiques ou n'importe quoi? Et est-ce que ça fait pas, par exemple, est-ce que ta thèse, il y a un embargo dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont confidentielles? Est-ce que c'est tenu à huis clos? Est-ce qu'il y a eu des conséquences par rapport à ça? Il n'y a pas d'embargo. Alors un embargo dans le jargon, c'est simplement garder une thèse confidentielle pendant une durée déterminée, donc pendant 3 ans après la publication. Moi, personnellement, le but, c'était quand même de renseigner sur certains aspects de cette culture sportive, de gestion, etc. Donc, bon, voilà, je voulais pas faire d'embargo, mais en soi, je révèle pas non plus des données de chiffre d'affaires, de retour sur investissement, etc. Ces données-là, c'est pas le cœur de mon sujet, donc j'ai pas fait d'embargo. Par contre, le volume des annexes, lui, est complètement confidentiel, où j'ai toutes les retranscriptions des acteurs, qui m'a pris pas mal de temps aussi. Les interviews avec les gens dans voilà. le milieu qui sont complètement confidentielles. Voilà, c'est là. Notamment les noms. Ouais. Mais en soi, bon, il n'y a pas non plus. Dans un entretien, ce qui était marrant, c'est quelqu'un qui m'a dit bon, on vend pas des armes, donc voilà, faut relativiser aussi. Il y a rien qui révèle non plus. Bon, voilà, des affaires. Voilà. Non, on reste sur du sport, etc. Mais oui, les annexes sont confidentielles. Et t'as fait combien d'entretiens? Parce que t'as 700 articles, combien d'entretiens? 32. Ok. Ouais. C'est quand même colossal aussi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de thèses qui mobilisent plus de points de vue d'acteurs. Oui, bien sûr. Mais dans ce domaine-là, j'étais plutôt content d'avoir 30 entretiens. Moi, je vois déjà, on a dû faire un peu moins d'une trentaine d'interviews, mais pas loin. Mais je me dis, déjà, on enregistre, ça prend une petite heure. Après, je réécoute au montage, ça prend aussi 1 heure. Et nous, on n'étudie rien derrière dessus. Et en fait, voilà, ça, on fait rien dessus. Et surtout, non, mais rien que déjà, on fait pas la retranscription. Hein. Oui, c'est ça. Et rien que ça, déjà, je me dis, non, mais.
Ça, c'est vraiment... Ouais, parce que toi, dans ton boulot, tu retranscris des fois des réunions. J'ai envie de crever. Surtout quand tu dis, et ça, je le mets ou pas? Parce que là, vraiment. La retranscription, je pense, c'est l'exercice, le pire, quoi. Tu peux payer des gens pour le faire, ça existe. Hein. Ouais, Oui, il y mais a quand aussi tu fais une des... thèse pas financée, Ouais, tu vas et pas voilà. payer des gens. Non, ouais. Moi, j'ai utilisé, peut-être que pour un tips, s'il y en a qui sont en train de rédiger de faire leur transcription, j'utilisais Siri sur le portable et la dictée vocale. Et franchement, c'était très bien. Ouais, Après, bon, il faut toujours avoir un peu de relecture, mais ça fait gagner pas mal de temps. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et donc avec toutes ces données, donc là, tu as fini de nous expliquer ta méthode où il y avait encore quand même d'autres choses à dire entre la biblio, les entretiens, les recherches un peu dans la confidentialité, des trucs comme ça. Ouais, sur la méthode, c'est globalement le Ok. Et après, donc du coup, toutes ces informations sur ces entreprises, lesquelles étaient les plus importantes dans ta thèse? Parce que tu disais que par exemple, tout ce qui est point de vue économique, c'était pas le gros de ta thèse. Donc c'était quoi le gros de ta thèse justement? Les données les plus importantes? Enfin, s'il y en a des données les plus importantes, hein, après, c'est possible que tout soit important. Non, mais c'est une bonne question. Je dirais que, en fait, de par la théorie de la contingence, c'est quand même une vision qui est systémique, qui est assez globale sur l'entreprise. Donc il faut piocher un peu de tout. Du point de vue des données les plus intéressantes, les points de vue d'acteurs, bien sûr qu'ils révèlent tout, plein de données très, très riches, très, très enrichissantes, mais il y a aussi cet aspect historique qui permet de comprendre d'où viennent ces marques, comment elles se sont construites et sur quoi elles se sont construites pour appréhender la culture, pour appréhender les différentes stratégies, les différentes fusions, les différentes méthodes de diversification. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les articles de presse et qui sont intéressantes. Après, les données plutôt factuelles en termes de chiffres, d'études de marché, tout à l'heure je parlais de l'INSEE, d'études fournies par des clusters d'entreprises, ça permet aussi de comparer ce qui est dit dans les journaux et justement aussi de ne pas se fier qu'aux journaux parce qu'il y a des gros titres de presse qui parfois ne font pas référence à la situation. Voilà. Mais c'est marrant, il y a un aspect un peu justement journalistique sans être péjoratif. Hein. On a vraiment l'impression que, en plus comme tu n'étais pas financé, que tu allais vraiment chercher les infos là où tu as pu les trouver pour essayer de comprendre quelque chose sur ces entreprises. Et est-ce que tu as compris, toi, justement, est-ce que tu avais un objectif de recherche, c'est-à-dire tu savais que tu allais trouver ça et du coup tu t'es donné les moyens plus ou moins d'avoir assez de matériel pour savoir si tu confirmes ou pas ce que tu cherchais? Ou est-ce que vraiment t'es parti à la recherche de est-ce que je vais trouver quelque chose ou pas? Le sujet a varié avec le temps, comme dans toutes les thèses, j'ai envie de dire. Et j'avais vraiment une focale sur la stratégie et sur les représentations, le mode d'organisation en interne. Donc j'ai suivi ce cheminement-là. Et en termes de stratégie, bien sûr que les journaux de presse m'ont permis de comprendre ce qui s'était passé en amont, puisque là on parle d'un groupe, quand on parle de Rossignol, c'est une marque qui est apparue en 1907, donc pour vous dire, c'est une marque qui est centenaire, et il y a beaucoup de choses à retracer sur le vécu, sur la façon dont parfois elle s'est un peu cassé la gueule, comment elle a réussi à ressortir la tête de l'eau, et ça on le trouve dans les articles de presse, mais aussi dans les livres qui ont été rédigés par les dirigeants de ces boîtes à la fin de leur carrière et qui permettent de retracer des étapes importantes de ces entreprises. Et ça, on peut y avoir accès à ces livres, justement? Oui. Le livre sur Rossignol dont je parle, c'est monsieur Laurent Boisvif qui l'a fait, qui lui a pris le contrôle de la boîte de 1950 jusqu'au début des années 2000, qui après est resté un peu dans l'entreprise, mais d'une façon un petit peu plus en recul. Et l'autre livre sur Quicksilver, De la montagne à la vague, est aussi tout à fait disponible. D'accord, ok, c'est des livres qui sont sortis, ok. Et qui permettent de comprendre un peu comment étaient les dirigeants, comment est-ce qu'ils vivaient, parce que mine de rien, quand on parle de Quicksilver, c'est tout à l'heure je parlais d'épopée, mais c'est vraiment ça, c'est une épopée où on a des personnages qui vivent vraiment leur sport et qui lancent une boîte
qui partent sur des board shorts et qui se rendent compte que en fait ils tiennent à un concept qui va se répandre partout dans le monde et qui va très vite pour eux. Et c'est un peu ce cachet-là qui a permis à la boîte d'avoir cet esprit fun, cet esprit un petit peu déjanté pendant de nombreuses années. Voilà. Jusqu'à ce qu'après, ces personnes sortent de l'entreprise et qu'on ait une autre philosophie d'entreprise. En fait, c'est pas si con au final d'éloigner l'industrie et la recherche, parce qu'en fait, comme tu as l'air de le dire, au début de chaque entreprise, il y a de la recherche. Un peu. Ouais, mais dans le domaine de l'entreprise, il y a plein d'outils qui sont propres à la recherche et qui ont été transposés. Je pense au marketing, par exemple, dans la conception des produits, il y a plein de focus group avec des consommateurs, des pratiquants qui vont donner leur point de vue et qui vont permettre de faire émerger des produits innovants. Mais ces outils-là sont propres à la recherche dans un premier temps. Ouais, complet. Voilà. Et toute cette recherche, tout ce travail-là, il t'a permis d'aller vers où et jusqu'où en fait? En termes de résultats, Ouais. donc tout à l'heure je parlais de stratégie, m'a permis de comprendre, en tout cas de démontrer que les choix stratégiques de ces entreprises respectaient vraiment cette logique culturelle qui est propre au sport et cette logique un petit peu sociologique. Donc peut-être pour illustrer, je vais expliquer un peu l'aspect sociologique du ski puis du surf. Dans un premier temps, le ski, on a un sport qui est quand même élitiste, qui est réservé à une certaine partie de la population. On va pas se le cacher, qui a un pouvoir d'achat. Remercie mes parents d'ailleurs de m'avoir permis de skier. Ouais, on n'a pas tous la chance de pouvoir aller skier, et ça, mine de rien, c'est un aspect qui est propre au ski et qui maintenant habite un peu ce groupe Rossignol, puisque le groupe Rossignol se diversifie depuis quelques années maintenant sur le cyclisme et sur les VTT. Donc on reste sur des produits qui concernent une certaine catégorie de population, donc des CSP+, qui ont un certain salaire, qui peuvent se permettre d'acheter... CSP+, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Catégorie socio-professionnelle plus. Ok. Oui, voilà, donc plutôt sur des cadres intermédiaires dans le domaine de l'entreprise. Et une population aussi qui est, mine de rien, un peu plus âgée. Et c'est pareil dans le trail. On sait que la plupart des trailers sont des personnes qui sont un petit peu... Donc ça, c'est des sociologues qui le disent. Olivier Bessier a analysé un peu le profil des trailers et il explique comment les trailers s'orientent vers ce sport aussi pour combattre la crise de la quarantaine. Donc on est dans cet esprit-là, un peu de repousser la performance. Ouais. On est sur des performances qui sont chronométrées, relatives au ski de piste, donc ça touche encore aux Jeux Olympiques, etc. Et donc on est un peu dans cette mouvance-là. A contrario, le surf, qui lui est né un petit peu plus tard, tu parlais un petit peu de l'esprit créatif, fun, relax. Et donc ça, c'est pareil, c'est des symboles qui habitent les salariés, mais qui habitent aussi les stratégies désormais. Et tout à l'heure, je parlais à l'instant, je parlais de Rossignol qui s'est diversifié sur d'autres sports. Donc du ski, ils sont partis sur le trail, sur le VTT, tout en se servant un peu de la montagne comme catalyseur économique, puisque ils exploitent un petit peu toutes les particularités de la montagne du point de vue sportif, alors que le surf, qui lui est moins menacé par les changements climatiques, dans l'immédiat en tout cas, a pu se concentrer, et c'est pour ça que ce groupe Band Riders a opéré une fusion avec toutes ces marques, et s'est concentré sur plutôt un secteur d'activité, le surf, le skate, et à l'inverse du ski. Et qui est moins onéreux du coup, même si quand même une planche de surf c'est pas donné, mais c'est quand même moins cher que des skis, et surtout le ski, faut payer énormément de choses pour y aller, quoi. Voilà, et qui est moins onéreux dans le sens aussi où on est sur des produits qui sont moins techniques chez Quicksilver et toutes ces marques, puisque on n'est pas sur de la recherche et du développement, à l'inverse de Rossignol qui eux font beaucoup de recherche et développement. Et donc cette recherche de la performance, du centième de seconde, influence aussi les équipes, les groupes de travail, et donc moins onéreux d'un côté, mais aussi qui cible une population plus jeune qui pratique du surf, du skate. On est sur deux univers complètement différents. Oui, sans recherche de performance aussi, j'imagine.
Enfin, sans recherche de grosses Alors, performances. Quoi. ouais, c'est particulier parce que maintenant, ce sont des sports qui sont en train de s'institutionnaliser de plus en plus, qui vont faire partie, qui font déjà partie des Jeux Olympiques. Ouais, bah depuis pas très longtemps. Hein. Ouais, voilà, depuis les derniers Jeux Olympiques, il y a eu le skate qui a été intégré, le surf aussi. Et on retrouve un petit peu cet aspect compétition, enfin, qui a toujours fait partie un peu aussi du dépassement de soi que l'on a dans le surf, de la recherche de l'extrême, et voilà, qui influence quand même les entreprises. Après, les sports de glisse en général, le surf, le skate et tout ça, il y a vraiment aussi une culture qui dépasse juste le côté sportif. Il y a une culture vestimentaire, il y a une culture Exactement. artistique. Il y a plein de choses qui viennent influencer. Tu l'as pris d'ailleurs ça en compte là-dessus? Ouais, et puis on le voit par exemple dans les stratégies, encore une fois, ce que tu mentionnes sur le vestimentaire, le paraître en soi. Ouais, complet. Voilà, et bien ça se remarque dans les collections que vont faire ces marques, où ils vont faire plutôt des collections. Je prends l'exemple d'Element par exemple, qui va faire des collections avec des artistes ou Casse la table pendant l'interview. des artistes, etc. Et à l'opposé, Rossignol, de son côté, va faire des collaborations plus avec des marques relatives au luxe. Donc, par exemple, une veste en collaboration avec Pierre Balmain, ou des skis. Ouais. Bon, je te laisse imaginer le prix de la veste. Ah oui, bah j'imagine bien. Enfin, j'arriverai pas à l'imaginer, tellement c'est un chiffre improbable. Ouais. Mais... Donc voilà, c'est vraiment deux univers qui s'opposent complètement. Ouais, c'est sûr. Genre, t'as des stations de ski qui sont sponsorisées par, genre, je sais pas, le groupe Audi ou des trucs comme ça. Enfin, genre, c'est totalement un autre univers, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc, tu vois, c'est tout con, mais quand tu vas. Alors, je pense surtout au skatepark, parce que c'est plus ces trucs que j'ai connus que le surf, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil là-bas. Quand tu vas au skatepark, même si tu vas avec tes affaires de sport, de machin, t'as aussi juste le fait de poser là-bas. Et il y a tout un truc qui s'y dégage où tu retrouves. Il y a vraiment un côté retrouvailles, alors que la chaîne Rossignol, ça a l'air vraiment effectivement plus un truc de divertissement, mais une fois que c'est fini, quoi. Tu vas faire ton ski, puis une fois que tu es sorti de la piste de ski, c'est autre chose. Ouais, et c'est important ça aussi. Mine de rien, c'est des aspects communautaires en fait. Ouais, compris. Voilà, on se retrouve dans des univers différents, dans des communautés qui interagissent différemment. Le surf s'est développé aussi sur cet aspect assez individualiste, où on va chercher sa propre vague, on agit de manière un peu individuelle. Le ski, ça reste un sport individuel, mais il est quand même marqué par des traits relatifs à la montagne, à la convivialité, à l'entraide. Et c'est encore une fois un univers qui est un peu différent. C'est très familial aussi le ski en vrai. Ouais. Comparé au surf et au skate justement. C'est un truc de potes. Pour moi c'est vraiment un truc de famille, de mon expérience. Tous les gens avec qui je skie, c'est parce que c'est leurs parents qui avaient assez d'argent pour les amener, et en plus qui avaient appris de leurs parents, etc. Enfin, c'est un peu un truc générationnel, je trouve. Ouais. Après, il faut aussi... Il y a deux choses. Le surf, en soi, touche aussi des catégories professionnelles élevées. Oui. Plus que, voilà, des ne serait-ce que d'habiter en plus que le footing. De plage ou de mer. Voilà, complètement, plus que le foot, etc. Mais encore une fois, le groupe Board Riders se concentre plutôt sur le vêtement. Ce qui est autour, quoi. Voilà. Ouais. Et pas tant sur le technique. Donc, c'est encore différent, ouais. Et du coup, tout ce que tu as pu dégager de cette thèse, elle peut servir à qui, à quoi outre la transmission de connaissances à des étudiants, est-ce que ça va servir aussi à ces entreprises directement ou pas forcément? Ou aux consommateurs? Ouais, moi, ce que j'aime bien dans la finalité de cette thèse, c'est qu'elle m'a permis de comprendre aussi que maintenant, ces boîtes-là sont dirigées par des fonds d'investissement, et de comprendre comment les fonds d'investissement interagissent avec le sport. Comment est-ce qu'ils modifient aussi le visage de la culture sportive? Comment est-ce qu'ils l'utilisent pour motiver ou en tout cas encadrer des équipes? Et c'est une donnée qui est nouvelle et qui est de plus en plus importante, notamment à cause du Covid, où on a un système sportif qui a quand même été impacté, que ce soit au niveau des fédérations, des clubs ou autres, par cette crise sanitaire. Et les fonds d'investissement sont de plus en plus enclins à s'intéresser au sport et rentrent de plus en plus soit dans le capital de ces entreprises-là qui sont mentionnées dans la thèse, mais c'est aussi dans
le capital des clubs sportifs professionnels. On a eu le cas ici à Bordeaux, où le club des Girondins de Bordeaux a été maintenu pendant quelques années par un fonds d'investissement. Et c'est important que les étudiants sachent, quand ils rentrent dans une entreprise, quand ils rentrent dans un club sportif, qui est à la tête de cette entreprise. Quelle est la mission qu'il veut donner à cette entreprise et comment est-ce qu'ils vont, pour qui ils vont travailler, comment ils vont travailler. Donc tout cet univers, pour eux, j'aimerais qu'ils comprennent. Enfin, en tout cas, c'est un objectif aussi, c'est de leur transmettre ça pour qu'ils comprennent où travailler, comment travailler, etc. Et du coup, toi, ça t'a rendu un peu, vigilant sur les sports que tu fais aussi, ou sur sur la vie que t'as en général, mais là, on parle de sport, mais genre, tu dis que t'es dans un club de rugby. Est-ce que du coup, ça, t'y as fait attention? Est-ce que quand tu vas skier ou surfer, est-ce que c'est des trucs qui te restent en tête? Bon, peut-être pas dans la pratique, mais bon, déjà parce que mon club de rugby, ça reste un club amateur, oui, il est pas concerné par cet aspect-là, mais dans la consommation, personnellement, je préfère valoriser une entreprise qui est engagée sur un point de vue, alors qu'il soit sociétal, écologique ou autre. Et en tout cas, ça m'a permis de comprendre à qui je donnais mon argent, entre guillemets. Tu vas pas aller acheter ces Zara, j'ai l'impression, toi. Voilà, j'ai essayé en tout cas d'en tenir compte. Et dans le domaine du sport, ça interagit plus sur la façon dont je consomme plutôt que sur la façon dont je pratique. Quelle différence il y a entre le toi d'avant la thèse et le toi d'après la thèse? Le mois avant, après. Enfin, c'est un peu pour déjà, dire comment t'avais un diplôme ça. déjà. Ouais, bien sûr. Ouais, des nuits plus sereines, peut-être. Non. En soi, j'ai été. Donc, j'ai fini ma thèse là en décembre dernier, donc ça fait même pas. Ça fait 2-3 mois. Ouais, voilà, 2-3 mois. En 3 ans d'ailleurs, STAPS, non? C'est pas plutôt 5 ans ou un truc comme ça? Non. Non? Ça, je pensais que c'était un peu comme la socio, la philo, tout ça, et que c'était un peu plus. Il y a tellement de particularités que je saurais pas. Ouais, ok. Ouais, je saurais pas dire une généralité là-dessus. Ouais, j'ai un collègue là qui est en train de terminer sa thèse, ça va faire sa 4e année, je crois. Donc oui, ouais, c'est. Je sais, ouais. En histoire, je sais qu'ils sont un peu plus. Ils font des thèses qui ont tendance à s'allonger dans le temps, mais. Moi, de mon expérience, de ce que je vois pour la thèse, j'ai l'impression que c'était plutôt une question de à quel point tu es en place dans ta recherche, du temps que tu peux accorder en fait à ce truc-là et de la taille du sujet, et qu'il n'y avait pas vraiment de bornage de ça, contrairement aux disciplines scientifiques où c'est vraiment cadré 3 ans. Ouais. Les autres, c'est vraiment ça dure le temps que ça doit durer jusqu'à ce que tu arrives au bout et que tu décides que ça se finisse quoi. Ouais, mais mine de rien, le fait de ne pas être financé, ça m'a mis un peu une pression aussi, dans le sens où j'avais envie d'être le plus rapidement sorti de cette situation, puisque faire la thèse, travailler en même temps et donner des cours, etc., c'est pas le plus agréable. Donc, le plus tôt j'avais fini, le mieux c'était. Mais après, il y a aussi la validation du directeur de thèse, il y a l'encadrement qui joue énormément. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir là-dessus des directeurs de thèse qui m'ont vraiment accompagné dans le bon sens, et c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça joue énormément aussi sur la durée de la thèse. Ouais, j'imagine. Et donc, à titre, enfin, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais pendant tes 3 ans de recherche, t'as dit que t'étais certainement chargé de TD, ou t'étais enseignant ailleurs, et t'as fait des petits boulots, Parce qu'on avait reçu quelqu'un en droit qui, du coup, au début était livreur Deliveroo, après il donnait des cours, particuliers, enfin il a fait plus ou moins plein de trucs. 1000 métiers. Ouais, en plus de tes arts. Johan. Non, je pense que il faut trouver ce qui convient à chacun. Au début, donc par rapport à la fac, oui, j'ai toujours été sur les 3 ans chargé de vacataire. Okay. Donc TD, CM, etc. Mais après, il y a un minimum donc sur l'année qui est fait pour que justement les doctorants ne se consacrent pas uniquement à l'enseignement et fassent leur recherche. Et vu que c'était pas suffisant sur la première année, je faisais du périscolaire. Bon, là j'ai compris que si je faisais ça pendant 3 ans, ma thèse allait durer 6 ans, donc je l'ai fait que la première année. J'ai fait un emprunt ensuite, et en parallèle j'ai un statut auto-entrepreneur qui m'a permis de
travailler l'été sur les saisons et qui là aussi m'a permis de faire rentrer un peu de l'argent. Et après, j'ai quand même la chance aussi d'avoir, je dis ça, s'ils vont m'écouter, ça sera une petite dédicace pour eux, mes parents, tu vois, qui permettaient d'assurer. J'avais cette chance-là. J'avais pas, j'avais quelqu'un derrière qui pouvait couvrir. Oui, si un jour tu disais que voilà. tu pouvais plus du tout subvenir à tes besoins, tu avais des. Ouais. Putain, c'est génial, n'empêche. Enfin, genre, C'est agréable. Hein. Enfin, genre, on n'a pas eu encore quelqu'un qui a dû faire un emprunt pour faire une thèse. Parce que normalement, une thèse, c'est censé plus ou moins être soit financé, soit, genre, si c'est pas financé. Enfin, non, En autofinancement comme ça. Puis en plus, déjà, comme tu disais, tu faisais plein de trucs. Puis en plus, t'allais chercher des financements, t'allais bosser sur les saisons et tout. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu dis, alors, t'étais en périscolaire et du coup, t'as vu que tu pouvais pas t'en sortir, du coup, bah, t'es auto-entrepreneur, ce qui prend quasiment ce qui est franchement pas vraiment le meilleur des trucs non plus à faire. Hein. C'est sûr. Enfin, franchement, bien joué. C'est pas mal. Mais du coup, ma grande question, c'est et la fin de la thèse. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? La soutenance, tout ça? La soutenance. C'est le grand rush final, un peu. Ouais, le rush final, il est costaud. La soutenance s'est hyper bien passée. Enfin, je suis vraiment content de la façon dont ça s'est déroulé. Et il y a eu une période. Bon, le dernier été, là, ça a clairement pas été le meilleur été de ma vie, parce qu'il fallait boucler ça. Et après, c'est des sacrifices. Et puis, moi, j'avais toujours en tête mon objectif derrière qui m'a permis de bien accuser le coup, de me dire j'ai besoin de ça pour faire enseignant-chercheur. Et je sais que c'est là où je me régale le plus. Donc ça, c'est... je sais pas si on a parlé de sens de l'entreprise encore, mais tout à l'heure, je parlais... Enfin, en tout cas, dans la conclusion de ma thèse, je mentionne le sens de l'entreprise vraiment qui, pour moi, est fondamental. Et là, dans le cadre de mon doctorat, je retrouve aussi le fait d'avoir pu mettre du sens dans ce que je fais professionnellement et du sens un peu dans ma vie. Au final, bon, c'est très cliché, mais... non, mais c'est important. Les gens, ils peuvent en témoigner ici. Moi, je suis pareil, je suis à fond dedans en ce moment. Tu vois, genre, c'est tout bête, mais... Quand le conflit là, russe et Ukraine a commencé, je me suis regardé, j'ai fait OK, donc moi, je sers à quoi actuellement dans la société et dans ma vie? Dans la vie. C'est des questions en vrai qui sont loin d'être bêtes et que justement, je pense qu'il faut plutôt les mettre en avant et se dire on s'en fout de chercher un métier bien précis, cherche déjà qu'est-ce que toi tu veux faire, où tu veux être dans ta place. Mais un truc large. Moi, j'adore, tu vois, genre, j'adore l'enseignement, j'adore transmettre des informations. Et je trouve que déjà le podcast c'est une bonne première façon de le faire. Je donne quelques cours à côté. Et voilà, mon but c'est de faire tous les métiers qui touchent plus ou moins à ça. À fond. Et puis en plus de ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, est hyper générationnel et qui nous touche à nous, notre génération, et qui va être de plus en plus prégnant. Et je pense que les entreprises qui n'en tiennent pas compte vont avoir de plus en plus de mal à recruter. En tout cas, les meilleurs éléments. Et à garder des gens aussi. Et à garder des gens. Et avoir de l'implication au travail, et ainsi de suite. Après, c'est un effet boule de neige, bien sûr. Donc, je pense que c'est des nouvelles problématiques qui émergent et qui vont être de plus en plus présentes dans nos sociétés. Ouais. Et aujourd'hui, là, après ta thèse, t'en es où, du coup? Alors, j'ai commencé un poste depuis septembre... donc 2021, on est en 2022. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça fait quelques mois que je suis à TER à l'Université de Bordeaux. Je m'occupe je suis responsable pédagogique d'un master MOS, donc Management des organisations sportives, en partenariat avec Campus 2023, qui est une entité qui souhaite un peu aider les jeunes à s'insérer dans le domaine du management sportif, en vue de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui va avoir en France. Donc j'ai une promotion de 28-29 étudiants et je m'occupe un peu de faire le montage pédagogique. Donc je suis assisté aussi par mon directeur de thèse. Je donne des cours et l'après-thèse, c'est mener à bien, c'est une nouvelle formation qui est apparue là, en 2021, et la mener à bien jusqu'en 2023 et la pérenniser aussi pour avoir une formation durable dans cette problématique-là de professionnaliser le sport ici à Bordeaux. Mais t'es vraiment dans ce que tu voulais faire avec ta thèse, en fait. Oui, pour l'instant, ça se passe bien. on va essayer de faire perdurer la chose. Après, c'est un poste d'ATER, donc ça reste assez précaire. Oui, bien sûr.
Et pour devenir enseignant-chercheur en STAPS, ça se passe comment? Parce que je sais qu'en sciences, on est rattaché CNRS, INSERM, INRAE, et donc du coup, on a tant de nombre de postes qui sont ouverts par an et on postule au concours. Ça se passe pareil en STAPS, où vous avez les mêmes réglementations, le même nombre de postes à peu près, ou est-ce que c'est plus compliqué, ou vous avez d'autres portes de facilitation? Ouais, on a comment ça s'appelle, une qualification de maître de conférence. Je suppose que vous avez pareil aussi. Voilà, donc la qualif, donc première étape. Une fois que la qualification est passée, et en tout cas qu'elle est obtenue, on peut postuler à des postes dans toute la France. Je ne saurais pas dire s'il y en a plus ou moins que dans d'autres sciences. Je sais que, en tout cas, les filières STAPS accueillent de plus en plus d'étudiants. Du fait de, on en parlait au tout début, de la diversification des offres de formation. Mais ça reste, en termes de recrutement, ça reste très très limité. Et c'est un peu le mauvais côté, en tout cas l'aspect pas rassurant dans l'avenir professionnel. Mais bon, pour l'instant, je suis dans ce que j'aime, mais après, à voir s'il y a des postes qui se libèrent. Voilà. Okay. Et vous avez les mêmes contraintes que nous, c'est-à-dire devoir faire des post-docs dans différents laboratoires pour avoir des trucs un peu pour montrer qu'on est des bons chercheurs et qu'on s'ouvre à différentes façons de fonctionner, de réfléchir, différentes méthodes, etc. Ou est-ce que vous pouvez rester 20 ans au même endroit et postuler et avoir le poste? Mais je pense qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde, parce que j'ai un collègue aussi qui fait une thèse dans un autre domaine, qui est très sciences dures. Voilà, si on peut aborder le terme, mais... Naturel. En opposition avec les sciences humaines et sociales. Voilà, ouais. Donc, et lui m'expliquait que, voilà, on est un peu dans le... En fait, on s'est rendu compte qu'on était dans le même fonctionnement. Il faut faire un postdoc pour avoir un bon CV. Il faut publier des articles scientifiques pour montrer ta solidité scientifique. Il faut avoir des enseignements. Et puis, tout ce qui est bon à prendre... il faut le prendre, quoi. Voilà, c'est le marché de la concurrence. Et c'est plus confortable que la thèse, ou c'est autre chose, tout simplement, et il faut le faire justement parce que ça a du sens, comme tu disais, tu parlais de sens tout à l'heure. Tu veux faire plus tard? C'est une étape obligatoire, en fait, de pouvoir valider cette qualification pour pouvoir avoir un poste titulaire, être enseignant à l'université. Donc, ouais, c'est obligatoire. Après, en termes de... est-ce que c'est plus dur ou pas? Je pense que c'est une approche qui est différente, qui en soi est plus dure, mais qui apparaît pas sur les mêmes contraintes temporelles. C'est une autre philosophie. La thèse, elle t'a rendu robuste plus que... Ouais, Okay. je pense que ça épaissit un peu la peau. Ouais. Je me posais une question parce que tu as parlé de la Coupe du Monde de rugby là, en 2023, mais 2024 du coup, les Jeux JO. olympiques, ouais. T'as envie de faire quelque chose par rapport à ça, ou il y a quelque chose qui est-ce que tu penses pouvoir apporter quelque chose aussi là-bas en lien avec ça, enfin plutôt déjà pour rester large. Ouais, c'est quand je disais pérenniser cette formation, dans un premier temps accompagner les étudiants pour cette Coupe du Monde de rugby 2023, et puis ensuite se concentrer sur les Jeux Olympiques 2024. Okay. Et ouais, mais c'est vrai que là la France elle est sur une dynamique d'un point de vue sportif qui va être assez impressionnant. C'est assez cool. Genre, je sais qu'il y a sûr qu'il y a le rugby et les JO, mais je crois qu'il y a encore plein d'autres trucs aussi qui vont avoir lieu récemment. En même temps, je pense qu'ils veulent aussi un peu rentabiliser tous les travaux qu'il va y avoir. Ouais, et puis non, mais c'est vrai que c'est des beaux Jeux Olympiques. Ouais. Rentabiliser les installations sportives, c'est une thématique. Et c'est une problématique aussi dont il faut tenir compte, pouvoir continuer à utiliser ces installations. Déjà, ce que j'ai vu qu'ils avaient, quand ils ont annoncé où ils iront, quel sport, qu'ils avaient l'air d'avoir éclaté un peu ça dans toute la France pour éviter de construire 15 stades à Paris, plutôt d'aller récupérer tous ceux qui sont un peu partout. On a le foot qui aura lieu, il y aura 1 ou 2 matchs qui auront lieu à Bordeaux, les sports de surf, je sais plus si c'est vers chez nous ou si c'est un peu plus au sud, vers Biarritz, tout ça. C'est délocalisé dans les dom-toms. Enfin, il y en a quelques. Ouais, il y a pas beaucoup de trucs qui auront lieu là-bas aussi. Ouais. Ça, par contre, c'est vrai que tu dis on va faire les Jeux Olympiques en France. Tu fais oui. Ouais. Mais du coup, sur tout le monde. Mais pratique. C'est un petit peu le nouveau défi de ces Jeux. Enfin, pas le nouveau défi, mais
il y a vraiment un point d'honneur qui est mis sur l'aspect durable de ces Jeux Olympiques. L'écologie, tout. Ah bah clairement, c'est. Ouais, on a une autre problématique là aussi qui est costaud et qui. Mais je trouve ça hyper cool aussi d'impliquer les dom-tom parce que ça permet aussi de donner une image de la France, c'est pas que la métropole quoi. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Je trouve ça vraiment intelligent en tout cas. Montrer un peu tous les territoires qu'il y a en France. Ouais. Mhm. Et du coup, là, on a digressé un petit peu sur l'après-thèse et tout, mais est-ce qu'on aurait zappé quelque chose de ta thèse dont tu voulais parler ou est-ce qu'on a globalement. On est rentré un petit peu dans. Parce que tu parlais de sens dont on n'avait pas parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé? Je réfléchis, je sais pas. Là, t'avoue J'en ai marre de parler de ma thèse. je l'ai posé depuis décembre et je me suis pas replongé dedans. Donc, ouais, de toute façon, c'est ça, t'es plus thésard en fait. Donc, bon, il va falloir que j'y retourne pour publier justement des articles en lien avec la thèse. T'en as publié pendant ta thèse? J'ai publié un chapitre d'ouvrage, donc c'est encore différent d'un article scientifique. Et là, je suis en train de finaliser les corrections sur un article que j'espère finaliser le plus tôt possible pour publier, parce que ça, c'est aussi c'est l'aspect dont on parlait. C'est hyper important. C'est la pression de la publication. Ouais, c'est ça. Ouais. On en parle de plus en plus, c'est bien, je trouve, parce que ça fait débat, quoi. Ouais. Mais du coup, tu disais, il y a un premier chapitre là, c'est quoi? C'est un prélude sur un magazine, sur un. Non, c'était suite à un colloque où un rassemblement de plusieurs personnes, de chercheurs qui énoncent leurs recherches, qui font état de leurs recherches sur différentes thématiques. Et là, c'est encore tout à fait autre chose. C'est sur le wakeboard. Donc, ok. Ouais. C'était. Quand on entre en thèse, en général, on reprend un peu son mémoire pour continuer dans cette lancée-là. Moi, c'était une problématique tout à fait nouvelle, donc j'ai pas pu publier de suite sur ma thèse. Et j'ai fait une autre recherche en parallèle, donc sur les wake parks. Je sais pas si ça vous parle. Si, moi j'en ai fait. C'est les trucs avec des poulies. Oui, c'est ça, où tu glisses. Ouais, ok. Et d'ailleurs, c'est en Gironde et en Haute-Savoie où il y a le plus de. À Bordeaux, il y en a genre 4 ou 5 autour. Entre le bassin et vers chez toi, je crois d'ailleurs. Oui, en fait, à chaque gros axe, j'ai l'impression qu'il y en a un, il y a des sortes de petites réserves d'eau là. C'est ça. Et ils mettent des câbles. Ils mettent comment ça s'appelle, les trucs à la taille wipe out là, je sais pas si vous voyez. Ouais. Ils mettent des trucs ils mettent ça, et après sur le reste, ils mettent les. Bon, je n'ai aucun équilibre, je ne tiens pas sur une planche, il faut que je réessaye. Donc, t'es pas obligé, hein, si ça te plaît. Mais ça m'attire un peu quand même, genre justement, c'est comme ce qu'on disait au début du podcast, le côté un peu méditatif de ces activités-là me fait un peu envie. Et là, on est encore sur un sport qui est sur une dimension un peu entre les deux, un peu entre la nature, mais mine de rien. Les grands câbles. Voilà. Voilà, très. Qui a des aspects un peu urbanisés avec tous les tremplins, tu parles de câbles, d'électricité, etc. Et si tu dois commencer le wakeboard, commence sur un bipoulis. Oui, bipoulis. J'allais me dire. Okay. C'est le seul truc que j'ai fait. Parce que j'ai fait une fois du wake. Ouais, ça t'économisera un peu tes épaules. Faut un prof. C'est ça, ouais. Ok. Mais en fait, on a parlé un petit peu de tout. On a aussi parlé de toi pendant ta thèse, titre personnel. Mais j'imagine, même si tu faisais ta thèse en sport, que quand tu avais besoin un petit peu de sortir de ta thèse, de faire autre chose, tu faisais quand même du sport ou tu faisais autre chose Oui, du sport. Et puis après, j'ai eu la chance, et puis s'ils écoutent le podcast, je leur fais une dédicace aussi, de rencontrer un groupe de Bordelais vraiment bonnards, quoi. Des mecs avec qui aussi j'ai pu bringuer, découvrir un peu les aspects sympas de Bordeaux. Oui, parce que tu n'étais pas bordelais à la base, ce que tu veux Non, dire. ni moi à la base, et je suis arrivé ici pour le doctorat. Et ça reste hyper important pour bien vivre son expérience de thèse, d'avoir un cercle social avec qui tu passes du temps avec eux, et t'es plus sur ta thèse, et ça fait du bien. Après, le sport à côté, donc le rugby, mine de rien, ça permet un peu de penser à autre chose, et tout ce qui est surf, etc., c'est pareil. Puis la fête, c'est cool aussi. Et puis la fête, c'est pas mal. On le dit pas assez pour les thésards. Non, mais de ouf. Ouais, il faut pouvoir se l'accorder sans remords. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui est dur. Ouais, parfois. Une question que t'aurais aimé qu'on te pose ? Qu'on a oublié ? Non. Pas forcément qu'on a oublié. C'est vrai que je le pose tout le temps toujours dans les bons coups, cette question, mais je la pose pas assez aux thésards, je trouve.
S'il y a quelque chose auquel tu t'aurais aimé répondre, ou une question que tu t'attendais à ce qu'on te pose ou pas. Non, je réfléchis un petit peu sur T'inquiète. l'histoire peut-être de ces groupes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui est intéressant, mine de rien. Bon, on repart sur la thématique Mais de la vas-y, thèse. hein, on est là Ouais. pour ça. Hein. C'est le que- petit break à chaque fois personnel Ouais, pour repartir ouais. dedans, t'inquiète. Et, Rossignol, à la fin des années, vers 1990, entre 1980 et le début des années 2000, a connu un peu des complications vis-à-vis des changements climatiques, des mauvais hivers, etc. Et au début des années 2000, il s'est retrouvé vraiment en difficulté aussi avec la montée du snowboard, de tous ces sports fun dont on a parlé, qui lui faisaient concurrence. Et tous ces facteurs ont fait que la marque Rossignol cherchait un peu à redresser la barre et a été rachetée par Quicksilver. Et c'est un peu l'aspect qui est intéressant dans cette thèse aussi, qu'on n'a pas abordé. Et maintenant, que tu me demandes ça, j'y pense. Et ça a duré 3 ans en fait. Quicksilver a racheté Rossignol en 2005. Et en 3 ans, ils se sont rendus compte qu'il y avait des conflits sociaux, justement parce que par opposition de cette culture sportive. Et ça n'a fait qu'entraîner Rossignol dans des situations encore plus dramatiques en termes de dettes financières et en plus de ça, de conflits sociaux. Et donc Quicksilver a racheté en 2005, a revendu en 2008 et c'est vraiment à partir de cette époque-là où Rossignol a été racheté par des fonds d'investissement, depuis 2008 en fait. Et dans la continuité, Quicksilver n'a pas su se remettre un petit peu de ses déboires de cette fusion qui n'a pas marché et un peu tirer la langue jusqu'en 2015, où en 2015, ils ont déclaré faillite et ils ont mis la clé sous la porte avec une dette colossale là aussi. Et c'est à ce moment-là où les fonds d'investissement sont rentrés au capital de ces entreprises. C'est-à-dire que même les deux groupes que tu as choisis sont liés dans ta thèse, mais ils sont liés aussi dans leur histoire en fait. Et ça, Voilà, tu ouais. le savais avant de commencer ou Tu l'as t'en as découvert rendu compte pendant Ouais, vraiment pendant... C'est vrai le coup de bol. non, ouais, c'est trop bien, c'est un film le truc. Ouais, ouais. Je m'en suis rendu compte pendant, et puis j'ai pu l'apprécier pendant aussi, parce que tu dis, c'est un peu comme une histoire en fait, et c'est ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de remarquer que en fait cette histoire elle est liée, mais elle démontre par A plus B que là aussi la culture sportive doit être pris en compte si on veut faire des fusions, des acquisitions d'entreprises, pour pouvoir être cohérent dans l'univers à l'intérieur et dans la gestion. Et après, par exemple, ça c'était dans un entretien, un journaliste qui m'expliquait que au final, c'était sur une exposition, tu avais les mecs de Quicksilver qui lâchaient des grandes sommes pour faire la fête, pour faire un petit peu les beaux, puisque c'était un peu l'état d'esprit à l'époque. Enfin, les beaux gentiment, hein, en tout cas pour avoir quelque chose qui claque, quoi. Et puis, donc, tu avais des budgets là-dedans, et puis derrière, tu avais les gars de la R&D chez Rossignol qui se disaient, bon, moi, on m'a supprimé tant, alors que j'avais prévu de faire une semelle qui pouvait me faire gagner 2 centièmes, etc. Et ça reflète bien, mine de rien, les oppositions. Et c'était intéressant comme témoignage. Et ça, t'es tombé dessus, genre en mode. Genre, t'es tombé sur cette histoire comme ça d'un coup en lisant un truc, ou c'est genre t'as mis bout à bout des pièces d'un puzzle et t'as trouvé le truc? Ou c'est arrivé d'un coup? Ça, c'était dans un entretien. Ok. Donc, c'est. Ouais. Ouais, quand t'as eu cet entretien, t'as ouais. dû faire oh yes. Bah ouais, puis j'étais comme un fou, quoi. Ça reprenait tout ce que je démontrais, ou en tout cas les pistes que je voulais explorer, quoi. Ouais, putain, c'est trop bien. Ouais, c'était intéressant. Ok. Bon, écoutez, ça fait déjà 1 heure et quelques qu'on Ah ouais. parle. Ah ouais, quand même, ouais. Ça passe. Vite. Bah, écoute, oui, Ça fuse. Tu sais, j'ai pas regardé au moment où j'ai écouté, puis j'ai regardé, j'ai fait ah oui, 45 minutes déjà. Et ben. On va passer à ton interro. Jingle. C'est l'interro de Robin. Tu sais ce qui. Enfin, t'as déjà écouté un petit peu le podcast ou pas? J'en ai Tu peux dire non. Hein, c'est pas- Non, j'avais écouté justement celui de Julie. Ah oui. Mais vu que ça fait un petit moment, Ouais. j'en ai pas réécouté d'autres. Il y en avait un qui m'intéressait. Je l'ai pris un peu voilà, pendant 10 minutes, et puis après, j'ai pas poursuivi. Ouais. Mais c'est parce que là, on arrive au moment où Robin doit résumer ta thèse.
Et en quelques mots, une phrase, Quelques deux. mots, ouais. Bon courage. Merci. En fait, j'ai plus peur de me planter sur la conclusion, parce que le reste, en fait, t'as fait une analyse. C'est toi qui vas conclure, c'est ça, Laura? Non, c'est juste qu'il a peur parce que je suis là. Non, tu me portes pas la poisse, c'est la neuroscience qui me porte la poisse, ça n'a rien à voir. On va en parler après. Ah putain. En plus, ils sont adorables, la neuroscience, ils nous repartagent et tout. Et moi, j'y arrive pas, quoi. Genre, je bloque. Pas à les aimer, j'adore, hein, mais c'est à comprendre, vraiment. Genre, en fait. Pardon. T'as 3 axes principaux qui étaient énoncés dans ton sujet de thèse, mais c'est un peu plus large que ça. C'est qu'en fait, t'as vraiment pris tout ce qui touche de près ou de loin, donc à ces 2 boîtes que sont Rossignol et Boardrider, et ce milieu sportif-là, analysé du coup d'un point de vue marketing et on va dire entrepreneurial, mais aussi culturel, et tous les facteurs qui pouvaient toucher en interne et en externe ces sociétés-là, pour voir du coup l'impact que ça avait sur leurs ventes, leurs profits, et tout article lié à leur production. Ouais, comme tu dis, ça reprend plusieurs horizons. Et le but, c'est de prendre un peu ces horizons pour comprendre le fonctionnement de ces entreprises, comment elles ont évolué dans le temps, quelles sont un peu les erreurs qu'elles ont faites et qu'elles ne font plus à l'heure actuelle, ou en tout cas qu'elles font moins. Ouais, qu'elles font différemment peut-être. Non, mais voilà, comprendre un peu le devenir aussi de ces organisations, comment elles fonctionnent, pour pouvoir le retranscrire après dans l'enseignement. T'as eu une proposition pas forcément de réorganisation, mais de manière de penser l'entreprise à la fin de ta thèse, ou pas du tout? De la part d'un acteur, tu veux dire? Est-ce que tu veux dire moi, est-ce que t'as proposé un truc Moi, j'ai un point de vue qui est un peu critique, mine de rien, sur ces entreprises. Bah normal. Ouais, puisque bon, on parlait de sens, et le sens au final de ces entreprises, qui sont là des groupes pour le coup, ne se dégagent pas vraiment. Et puis on a l'impression aussi que les employés ne peuvent pas se réapproprier un peu le sens collectif de leur action. Et c'est un petit peu ce que je mets dans la conclusion, avec une pointe de subjectivité, c'est de dire il faudrait leur permettre aussi de pouvoir se réapproprier, ou en tout cas de savoir si ils comprennent bien la culture dans laquelle est-ce qu'ils la mettent en place comme ils voudraient la mettre en place, puisque là on parle quand même des fonds d'investissement. L'objectif d'un fonds d'investissement, c'est d'acheter une entreprise qui est assez mal, et de l'acheter à un bas prix. Il va avoir plein d'argent. De la remonter pendant quelques années, et puis après de la revendre. Donc, comment est-ce qu'on accroît la valeur marchande d'une entreprise? C'est justement par la croissance. Et donc, l'objectif primaire, avant tout, c'est la croissance. Et c'est des sociétés, mine de rien, qui sont omnibulées par la croissance et qui en délaissent un petit peu le sens de l'entreprise. Ouais. Et voilà. Mais bon, après... Et voilà, la conclusion. Ouais, on sent, j'allais dire un peu toutes les boîtes, mais c'est vrai que, ne serait-ce que déjà, comme tu dis, comprendre qui est ton public et comment il fonctionne, t'as quand même moins... Moi, je trouve ça moins gênant de donner de l'argent à une société qui sait à qui elle parle, qu'à quelqu'un qui est là vendre pour vendre, quoi. Ouais, et puis c'est pas je veux dire, c'est pas un mirage de se dire qu'une entreprise qui fait des milliers de collaborateurs peut être centrée sur un projet, une mission. Ça existe. Il y a d'autres marques, vraiment de l'industrie des articles de sport qui ont compris ce fonctionnement, en tout cas qui l'ont intégré dès leur création et qui sont restés basés dessus, et qui enregistrent des bons résultats, et qui c'est pas décalé, c'est pas le monde des business de se dire qu'on peut faire bien qu'on peut avoir une mission et avoir une activité marchande qui est efficace. Et du coup, ce que tu dis là, cette perte un peu de sens, c'est propre, d'après toi, hein, c'est subjectif, mais c'est propre aux fonds d'investissement, ou c'est propre aux grosses boîtes? Parce qu'on peut se dire qu'une petite boîte, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille tout seul, ou à 2 ou 3 qui vend un produit spécifique, je sais pas moi, un boulanger, il voulait faire du pain toute sa vie, ça reste du sens pour lui. Mais dès que ça devient des grosses boîtes, ou c'est plutôt dès que ça est racheté par un fonds d'investissement? Ouais, j'ai pas envie de casser du sucre sur les fonds d'investissement, c'est pas l'objectif, parce qu'il y a aussi de l'investissement dans des énergies renouvelables. Il y a plein d'investissements qui ont du sens, et là pour le coup
en tout cas, je ne sais pas si c'est propre au fonds d'investissement, mais en tout cas, l'entreprise n'est pas forcément limitée par sa taille. Mhm. Je veux dire, la taille d'une entreprise ne limite pas le sens qu'elle donne à son action. L'entreprise Gore-Tex, par exemple, qui représente des milliers de collaborateurs sur toute la planète, est vraiment focalisée sur l'innovation. Et ils ont un mode de fonctionnement qui est purement démocratique, où ils vont élire leur PDG, et chacun a un peu le droit de choisir avec qui il travaille. Et c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est intéressant et qui, malgré la taille, fonctionne très bien. Ouais, c'est ça, proche d'une petite structure, mais c'est gigantesque, quoi. Ouais. Patagonia aussi a un mode de fonctionnement qui est très intéressant. Et ceux qui sont curieux d'en apprendre plus peuvent lire le livre de Yvon Chouinard pour comprendre un peu comment est-ce que... ils ont une doctrine qui dit « Let my people go surfing », c'est-à-dire les gars, vous pouvez aller surfer, vous gérez un peu comme vous voulez, mais les résultats à la fin sont drivés par le sens qu'on veut donner. Et ça rejoint un peu aussi les ONG, les associations qui sont animées par un sens, peut-être parfois trop, mais qui en tout cas travaillent avec de nombreux collaborateurs et parviennent à des résultats très intéressants. Je trouve ça, de toute façon, alors c'est un avis très personnel sur la question, mais c'est vrai que je trouve ça toujours un peu débile de rester dans un format de faut que tu fasses tant d'heures et que ça produise tant de trucs. Si tu peux dire à quelqu'un, non mais s'il te faut plus ou moins de temps pour le faire, tu prends le temps qu'il te faut, quoi. S'il te faut 50 heures pour faire ce boulot-là, ou si t'en faut 24, tu t'adaptes en fait. Ouais, je pense qu'il y a différentes manières de driver un peu les gens, et puis après, sur le terrain, c'est toujours... Là, je dis ça derrière mon micro, derrière... Après, c'est compliqué à mettre en place. Voilà, mais il y a toujours une réflexion à mener qui peut permettre de déboucher sur des aspects motivationnels pour les salariés qui est intéressant. C'est possible pour les cadres, pourquoi ce serait pas possible pour les salariés? Ouais, non mais c'est sûr. On va partir sur un débat. non, mais c'est une petite conclusion, écoute. Ouais. Mais moi j'ai trouvé Roman très joli résumé, d'ailleurs. Merci. Bravo. Ouais. Tu vois, comme quoi c'est pas Laura qui te porte la confiance, c'est Mais bien non, la neuroscience. C'est bien la neuroscience. Cette matière de l'enfant. Allez. Ok, et écoute, c'est l'heure des recommandations. Passons aux recommandations, ouais. Petite recommandation. On a pour coutume de faire une petite reco, en le rapport dernier ou pas moment. avec ton sujet. C'est un truc que tu as envie de partager, qui t'a marqué culturellement récemment. Tu veux commencer? Ouais. Vas-y. Si t'avais quelque chose, parce que Robin, je sais pas si t'as trouvé quelque chose. Je réfléchis encore. J'ai des solutions de secours, mais... Ah non, mais si, je sais bien évidemment de quoi je vais parler. Moi, si j'ai quelque chose à recommander, je parlerai d'un podcast. Thèse et Ah. vous. Je sais pas si vous... Non, mais vraiment. c'est gentil. Mais par contre, avec beaucoup de sincérité, je pense que c'est hyper important ce que vous faites. Parce que quand on est thésard, mine de rien, on n'a pas tout le temps l'opportunité, ou en tout cas, on n'a pas l'envie d'étaler son sujet à des personnes qu'on a croisées, je sais pas, en soirée, etc. Oh là. Non, mais je donne un exemple bidon, mais voilà, quand tu rencontres une personne, c'est pas la première chose que tu vas faire. Et puis après, t'as pas l'opportunité d'en parler comme ça, librement, pendant 1 heure. Et pour un thésard qui est en train de rédiger sa thèse, d'en parler, de pouvoir un peu dégrossir ce qu'il est en train de faire, c'est hyper enrichissant, et je pense que vous aidez pas mal de monde, et puis vous intéressez à quelque chose qui est propre aux personnes. Enfin voilà, je tenais à souligner ce podcast, et je vous encourage à continuer là-dessus. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Comme des gamins. Ah, merci. Non, mais en plus, c'est cool de voir qu'on va dans la bonne direction et que ça marche bien, parce que c'est vraiment ça a toujours été notre but de parler, de faire parler les thésards sur leur sujet, que ce soit en milieu de parcours ou quand ils ont terminé, et surtout que ça puisse s'intéresser, d'en parler avec aussi à plein de gens autour. On a bien conscience qu'on parle beaucoup aux thésards et pour les thésards, mais je sais qu'autour de moi, il y a quelques personnes qui écoutent aussi ça, et le fait de rendre accessible la recherche, c'est vraiment notre but premier, quoi. Donc si tu dis que ça marche et que ça fonctionne, c'est cool, quoi. Ouais, puis en plus, vous donnez de l'information qui est... C'est caché. Non, mais c'est Et important. gratuitement. C'est important de préciser aussi que la recherche scientifique, elle est objective et qu'elle n'est pas motivée par des intérêts, etc. Et donc, l'information qu'on trouve là dans ces podcasts, elle est fiable, elle est bien, quoi. J'ai écouté, c'est ça, je me rappelle le podcast que j'ai commencé à écouter, c'était sur l'Occitan, mais c'était il n'y a pas longtemps, il me semble qu'il est sorti. Et j'ai appris des choses qui étaient hyper intéressantes. Ouais. Donc, ouais. Écoute, merci beaucoup.
Tu veux recommander quoi alors? Oh bah, Est-ce que c'est un film pas du tout. lié au skate? Je sais pas, C'est pas un film lié au skate. Alors que j'aurais pu recommander Nineteens de Jonah Hill, mais je ne l'ai toujours pas vu, donc Ah oui, bah, donc c'est dommage. Mais bon, pour ceux qui, bon après les férus de skate l'ont déjà vu à mon avis. Je sais pas si ça te parle. Mais Sophie. non, c'est ça. Est-ce que tu vois c'est qui c'est Jonah Hill déjà? Non. Parce que c'est assez improbable. C'est putain, il a joué dans War Dogs. Ah, c'est un acteur. C'est un acteur à la base. je- Et en fait, il a fait un film qui s'appelle Nineteens et qui parle en fait du coup de toute cette culture skate des années 90. Alors j'ai pas encore vu, ça a l'air très contemplatif, ça a l'air extrêmement beau. On sent qu'il a fait un film sur un sujet et de manière qui lui plaît et qu'il a essayé de le rendre le plus fidèle possible. Ça a l'air super sympa. Mais comme je vais pas m'attarder sur un film que j'ai pas vu, parce que bon, je recommande un film que j'ai pas vu. putain, c'est mon esprit sans critique qui revient. Genre, j'adore parler de trucs que j'ai pas vu. Je pourrais en parler pendant des heures, je te jure. Ça va, je peux t'appuyer sur Sens Critique, je suis l'un des derniers à être sur ce putain de site. Ah ouais, j'utilise, ouais. Ah, tu utilises aussi? Ouais. J'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup du mal avec l'élitisme de Sens Je Critique. vous déteste. Le faible élitisme. Le faible? Ah non, pas du tout. Hein, le Gros. gros élitisme. Bon alors. Non, mais du coup, bien évidemment, ma recommandation, vu que ça s'est terminé dimanche dernier, Ah, j'en étais sûr. bien évidemment, Euphoria, saison 2. Alors, J'ai pas vu le dernier épisode donc. aïe, 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 c'est très. Comment dire, c'est hyper beau, c'est extrêmement bien joué, d'une qualité. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Euphoria, je sais pas si t'as Non. maté ou pas. T'as été Non. désobligeant. Ouais, j'étais désobligeant complètement. Mais, Mais bon, en t'es fait, sur Sens Critique. voilà, qu'est-ce que je te qu'est-ce que dis je- Non, mais en fait, c'est que vraiment, ça a été. La saison 1 a vraiment été un choc pour moi, genre dès le premier épisode. Et ça suit juste des ados dans le milieu universitaire classique. C'est au lycée même. Hein. Bref, en fait, je comprends toujours pas très bien Si, le si, c'est, système. oui. Alors, c'est plus l'équivalent du lycée pour nous. Mais bon, déjà, ils ont pas du tout des têtes de lycée, on va pas se mentir. Ouais, c'est aux States, faut le préciser. Mais voilà, ça se passe aux États-Unis. Et en fait, tu suis le personnage joué par Zendaya, donc qui s'appelle Rue, qui est une toxico addict à fond. Enfin, vraiment, genre, On dit pas une addict, fais gaffe. on est une Laura, elle personne va atteinte défoncer. d'une addiction. Mais voilà, mais elle est vraiment, tu vois, genre, elle a 15 ans, elle est bien. vraiment à table dans du très dur dès le début. Bon, alors, quand tu connais le background, tu peux comprendre pourquoi elle tombe là-dedans et tout ça. Et je vais absolument pas spoiler parce que bon, c'est juste. Franchement, je pense que la moitié des épisodes a fait me faire chialer sur cette dernière saison. C'est hyper lourd. Il y a des personnages qui sont extrêmement bien écrits. Mais ça parle pas que de ça en plus, ça parle pas que de Et en fait, des c'est ça, c'est adolescents qui sont que drogués, hein. sous couvert de tout ce qui est la drogue, le sexe et les émulsions de la jeunesse et tout ça, ça parle d'énormément de sujets de société hyper intéressants. Et ça met de manière beaucoup plus intelligente, je trouve, que pas mal de séries. Par exemple, la communauté LGBT, je la trouve extrêmement bien mise en avant parce qu'en fait, elle n'est pas mise là pour être mise là, elle est intégrée. Ouais, c'est ça. Genre, il y a pas. À aucun moment, tu te demandes pourquoi ce personnage sort avec un personnage masculin ou féminin. Non, c'est en fait. On passe au-delà de tout ça et j'ai vraiment l'impression que d'un point de vue sociologique peut-être ou tout ça, c'est vraiment ancré dans son époque. Et ça parle vraiment à sa génération. Et il y a des thématiques, bien évidemment, tu vois, genre là, bon, alors, c'est peut-être mon analyse à moi, mais le point de vue de tous nos parents, enfin tous nos pères sont des mecs complètement frappés et nous ont détruit toute une génération. Là-dedans, ça prend tout son sens, quoi. Dans cette série-là, c'est assez intéressant. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, visuellement, c'est incroyablement beau. C'est réalisé par du coup celui qui a fait Assassination Nation et Malcolm et Marie, qui sont pas hyper connus en France, mais qui sont apparemment aussi deux putains de films que j'ai pas encore vus. Et voilà, mais Euphoria, c'est produit par Drake et Future. Bon, voilà, c'est musicalement, ça va du rock des années 60 à la dernière production sortie aujourd'hui en 2022. Ça prend pas son spectateur pour des cons, ça reste regardable sans que tu aies l'impression de mater un truc intellectuel où il faut réfléchir. C'est vraiment, je trouve, un équilibre parfait et c'est très certainement l'une des meilleures séries de cette décennie qui vient à peine de commencer. Voilà. C'est une très bonne analyse de Sens Critique. Mais j'ai moyen aimé en vrai. Hein. Elle est partie en monologue pendant 20 minutes. Alors, Euphoria. Non, mais en vrai, c'est vrai, c'est vachement bien. Et moi, c'est pas le genre de série que j'avais l'habitude de regarder. Ouais, de ouf.
Rien que visuellement et musicalement et l'acting, c'est incroyable. C'est filmé à la pellicule, voilà, pour ceux qui Je l'ai relancé. Et voilà. Non, mais c'est juste, regardez certains plans et dites-vous que c'est fait à la pellicule et que la pellicule, ça coûte un putain de bras. C'est taré. Mais moi, je vais recommander un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ouais. Ça s'appelle MPL. C'est des Français. Pour ma pauvre Lucette. C'est le nom du groupe. Et c'est vachement bien. J'écoute pas beaucoup de musique française et pour le coup, c'est trop bien. Les textes sont bien. Ils explorent un petit peu différents genres musicaux aussi. Voilà. Et allez écouter MPL. Il y a un album qui est sorti en 2022, je crois, ou 2020. C'est trop bien. Ok. Laura, t'as une petite reco? Du coup, je sais pas parce que j'en ai plusieurs, j'en ai pour l'épisode d'après. Donc... Oui, gardons sous le coude. Du coup, je sais pas comment on va diffuser. Ok, alors est-ce qu'on part plutôt sur de la science? Est-ce qu'on part plutôt sur autre chose? Sur ce que tu veux. Comme vous voulez. La première qui me vient en tête, c'est PsychoQuack. C'est une chaîne sur YouTube qui fait de la vulgarisation de psychologie. C'est un psychologue qui fait de la vulgarisation scientifique sur la psychologie, mais de façon très décontractée. Limite vulgaire des fois. Et il a un côté un peu... il a vraiment un côté... Il y a vraiment beaucoup de bagou, il parle vraiment très, très franc, en fait. Et il fait des petits schémas à la main très moches, avec des petits dessins et tout. Mais c'est hyper simple, hyper pédagogique, très bien compris. Et scientifiquement, ça se tient beaucoup. Et donc, c'était une collègue psychologue qui me l'avait recommandé. Et c'est vraiment super. Et il sort des épisodes encore, parce qu'il y en a un qui est sorti sur la pédocriminalité que j'ai écouté cette semaine. Donc, voilà, c'est super. Et ça apprend plein de choses sur la psychologie. Et ça évite de dire des conneries. Donc, c'est pas mal. C'est important. Voilà. Putain, c'est vrai que ça fait à peu près 1 ou 2 semaines que j'entends que son nom en ce moment partout. Ah ouais, genre, je sais pas, il y a un espèce de relance sur PsychoQuack en ce moment, mais tant mieux. Hein. Ben voilà, écoutez. Bon, on arrive doucement vers la fin. On en a combien là? On en a combien? Oh, tu veux pas savoir? J'aime bien si on avait dit, bon allez, on essaie de faire des épisodes de moins d'1 heure. On a trop de choses à dire. Salut. Non, et puis en plus, je vais repartir dans un monologue, parce que bon, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, il a été recommandé par Docteur Pierre Durand, donc forcément derrière... Bah alors là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse plus? Non, mais voilà, mais n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Alors sachez que voilà, ce qui pourrait beaucoup nous aider, si vous voulez nous soutenir dans un premier temps, ce serait de vous abonner sur les plateformes, sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi noter. Alors je sais que Spotify est passé aussi sur de la notation maintenant, donc voilà, mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, le partager sur vos réseaux sociaux, etc. À votre famille, à vos amis, à tout le monde doit savoir. En plus de tout ça, du coup, je vous recommande d'aller écouter les autres podcasts que l'on fait sur Audio Mori. Alors, on a toujours dans les bons coups qui parlent de sexe et sexualité, qui est peut-être en pause. Non, là, quand on va diffuser, on aura peut-être certainement repris, mais qui a fait une petite pause là pendant le mois de mars, parce qu'on est en train de lancer la saison 2. Divine Féminine, qui va revenir un jour. J'y travaille. À ce que ça revienne. Parlons sensibilité, le podcast de Jean aussi, qui partage avec Lucille, qui parle du coup de sensibilité tout simplement. Exactement. Au sens le plus large. T'as une actu, Laura, ou pas du tout? Ce que tu fais toi, en ce moment. Avec ta page de Neurocampus. Tu fais pas un truc? T'as lancé sur quelque chose, mais il est pas sûr de lui. Ouais, La page du Neurocampus. Non, mais... Des actus scientifiques en ce moment. Il y a le Pint of Science qui arrive en mai. Festival international de vulgarisation scientifique où on invite des chercheurs à venir dans un bar, une bière à la main, raconter ce qu'ils font de façon simple, pédagogique, etc. Un public de non-scientifiques. Bon, il y a beaucoup de scientifiques dans le public parce que c'est souvent, ouais, c'est ça. c'est souvent sur nos réseaux à nous que ça se communique. Mais on essaie d'amener nos familles, moi-même ma mère qui y est allée plusieurs fois, donc on peut amener des gens qui sont non-scientifiques. Et on invite toutes les disciplines en général. Bon, cette année, il est un peu petit, donc on va pas avoir beaucoup de trucs, mais c'est les 9, 10 et 11 au soir. Public, c'est 2 € l'entrée, c'est pour payer le staff et machin. C'est du coup 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de conférence. Et, après, tu parles d'actu, mais tu dis 9, 10, 11 mars? Mais. Ah, ça va, c'est large. Oui. Mais. Et après, il y en a une autre, mais du coup, en mars, ça va être trop court. Bah oui, c'est ça. Donc, je vais pas en parler de la deuxième. Non mais déjà, parce que moi c'est vrai que ça fait 4-5 ans que je me rate ce putain de Pint of Science, alors que ça a l'air trop bien, boire des bières et parler science, moi c'est ma vie, j'adore ça. Donc on va essayer de venir, ce serait cool aussi. Et puis voilà.
info drôle, j'invite Diane à Pint of Science. Ah, Diane Potard. Diane Oui. Potard. Et oui, c'est moi qui l'ai invitée. On l'invite C'est moi pour qui l'ai notre invité. corps. Et du coup, elle va parler de sa thèse. Trop bien. Bah écoute, ce sera l'occasion de revoir Diane. Diane Potard, je le dis là, parce que moi ça m'hallucine. Elle fait 7h, 22h tous les jours en fait. Et genre vraiment tous les jours, hein, genre Non, mais le ils sont dimanche fous. et tout. Elle est tarée. En biologie cellulaire, ils sont tarés. Hein. Non, mais elle est tarée, je pense. Bref, Ok, bon, bah il va être temps de conclure. on n'arrive pas à conclure. Ouais, c'est clair. Ça s'appelle mon adolescence. Non, voilà. T'as parlé mais- de films et de ton adolescence. Voilà. Mes traumas. Je sais que tu fais taisez-vous juste uniquement pour la conclusion pour pouvoir parler de ça. Aimez-moi, s'il vous plaît. Je rigole. Non, t'inquiète. Je sais pas, en vrai, je sais pas, moi si je garderai tout, on verra Oui, oui, au t'inquiète. montage final comment ça rend. Mais en tout cas, pense merci que ça rend beaucoup. bien. Moi, je pense que ça rend Tiens, je bien. viens de te Bah, couper en plus. bah écoute, j'en Ce qui rendrait commencerai. encore mieux, c'est si on entendait le spinner. Non, mais t'inquiète. Mais déjà, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Monsieur, docteur Durand. Non, Pierre, c'est pas mal. Pierre, c'est bien, Pierre, ok. c'est cool aussi. Non, merci à Non, vous. mais merci Pierre d'être venu, c'était super intéressant. Merci Jean d'être venu aussi. Merci Laura d'être venue pour une première participation à 3, mais pour la prochaine Ouais. fois on aura 4 micros, ce sera peut-être mieux. C'est sympa. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. À bientôt. À bientôt, salut.